Selon la Fédération mondiale de l'hémophilie, plus de 75% des personnes atteintes de l'hémophilie dans le monde ne sont pas identifiées et diagnostiquées. Le faible taux d'identification et de diagnostic est encore plus faible chez les femmes que chez les hommes. Nous allons parler aujourd'hui de cette maladie méconnue mais parfois très grave. Dans votre émission, Bonsoir docteur, qu'est-ce que l'hémophilie? Quels sont les modes de transmission? Quels sont les signes cliniques, le diagnostic et la prise en charge? Bonsoir et bienvenue sur Santé TV. Chers téléspectateurs de Santé TV, vous êtes dans votre émission Bonsoir docteur et nous sommes accompagnés aujourd'hui par Dr Farah Alpha Milimono. Il est médecin interne bénévole au service d'hématologie de l'hôpital national Ignace Dine. C'est avec lui que nous allons répondre à toutes ces questions concernant l'hémophilie. Bonsoir Dr Milimono. Bonsoir docteur. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler, comme je l'ai dit, de l'hémophilie, une maladie qui est rare mais qui peut se devenir très grave. Vous allez nous définir c'est quoi l'hémophilie. Merci docteur de m'avoir donné la parole et je suis vraiment content de l'invitation. Parlant de l'hémophilie aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que ce sont des maladies rares où même le personnel soignant certains n'ont pas l'idée sur la maladie. Parlant de la définition de l'hémophilie, l'hémophilie est une maladie héréditaire à transmission récessive liée au chromosome X. C'est-à-dire, elle est maladie héréditaire, c'est une maladie qu'on gagne des parents aux enfants. C'est-à-dire, nous avons hérité cette maladie au niveau des parents, c'est-à-dire des ascendants aux descendants. C'est une maladie caractérisée par un déficit en facteurs de coagulation. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs de coagulation qui viennent au niveau, lorsqu'il y a une brèche vasculaire, ou bien c'est-à-dire lorsqu'il y a une blessure, ce sont un panoplie de ces facteurs de coagulation-là qui viennent pour colmater la brèche vasculaire, pour former un caillot. Donc chez les hémophiles, ce n'est pas le cas. Ils sont en déficit de ces facteurs de coagulation. Donc du coup, l'hémophilie, c'est ça qu'on appelle maladie héréditaire à transmission récessive liée au chromosome X. Nous allons parler de la génétique de l'hémophilie, bien entendu, mais il est important de signaler, comme vous l'avez dit, les hémophiles sont en déficit des facteurs de coagulation qui sont soit le facteur 8 ou le facteur 9. Selon que ce soit les deux facteurs, nous pouvons avoir soit l'hémophilie A ou l'hémophilie B. Vous allez nous parler rapidement du mode de transmission de cette maladie. Oui, l'hémophilie A, l'hémophilie B. Lorsqu'on est en déficit en facteur 8, ça c'est l'hémophilie A. Et lorsqu'on est en déficit de facteur 9, ça c'est l'hémophilie B. Bon, parlant du mode de transmission de l'hémophilie, retenez que l'homme a 46 chromosomes. Et parmi ces 46 chromosomes, lorsqu'il y a un contact entre l'homme et la femme, le monsieur va essayer de libérer 22 chromosomes octosomiques et une paire de chromosomes sexuels, ce qui fait 23. Et également de part et d'autre, la femme va aussi libérer 22 chromosomes autosomiques et une paire de chromosomes sexuels. Donc la cellule future qui va venir va avoir 46 chromosomes. Donc les chromosomes sexuels chez l'homme, c'est X et Y. Les chromosomes sexuels chez la femme, c'est XX. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hémophilie? Si nous prenons une femme conductrice, elle porte l'allèle au niveau du chromosome X. Donc, elle va se marier avec un homme non malade. Elle va faire 25% des garçons non malades, 25% des femmes non malades. Elle va faire 25% des femmes conductrices et 25% des garçons malades. Pourquoi malades? Parce qu'elle va libérer le chromosome malade qui est X, qui porte l'allèle récessif, et que l'homme va libérer son chromosome qui est Y. Donc l'enfant qui viendra, puisqu'il a hérité un chromosome X malade de son papa, sera hémophile. Et il va manifester la maladie. Et par contre, si c'est une femme qui va prendre l'allèle malade, c'est-à-dire le chromosome malade qui est X, le papa va libérer le chromosome non malade qui est X, elle va porter la maladie. Donc, elle aura X qui est malade et NX qui n'est pas malade. Donc, du coup, elle ne va pas manifester la maladie. Pourquoi? Parce que le chromosome 5 va venir prendre le relais d'aider à travailler le chromosome qui est affecté. C'est-à-dire c'est une compensation. Il vient compenser ce travail-là pour ne pas que la femme manifeste la maladie. Mais si c'est chez l'homme qui est malade, retenez que l'homme malade ne fait jamais de garçons hémophiles. Il fait toujours
des filles conductrices. Pourquoi? Parce que le chromosome X porte l'allèle malade. Et les filles qui vont venir, l'homme va libérer son chromosome X et la femme va libérer son chromosome X qui n'est pas malade. Donc toutes les filles seront conduites de la maladie, mais les hommes ne seront jamais atteints. Les hommes ne seront jamais atteints parce que tout simplement l'homme donne son chromosome Y qui n'est pas porteur de l'allèle de l'hémophilie et il donne des filles qui sont des porteuses si il épouse une femme qui est saine, bien entendu. Vous savez que la génétique, c'est un jeu de probabilités. C'est pourquoi je suis appelé à vous poser cette question, voir s'il y a la possibilité. Imaginez un homme qui est malade de l'hémophilie A et une femme qui est porteuse de l'hémophilie B, même si on sait que l'hémophilie B est un peu plus rare que l'hémophilie A. Mais lorsque les deux personnes-là vont rentrer en couple, est-ce qu'il sera possible qu'il y ait naissance d'une fille qui porte à la fois l'allèle malade de l'hémophilie A et l'allèle malade de l'hémophilie B, donc par conséquent, une fille qui souffre des deux types d'hémophilie? Merci docteur pour cette question pertinente. Je pense qu'on ne peut pas avoir à la fois le déficit en facteur 8 et le déficit en facteur 9. Soit on est en manque de facteur 8 qui traduit l'hémophile A, ou on est en manque de facteur 9 qui traduit l'hémophilie B. Si la maman, elle est B et le papa est A. D'ailleurs, c'est des cas très rares, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Parce que c'est difficilement que tu vois papa malade avec l'hémophilie, maman conductrice, ils vont se marier, très difficilement. Ça existe, mais c'est très rare. Les enfants qui vont faire, vraiment, les filles vont manifester la maladie. Mais pour dire que la fille qui sera malade va prendre l'hémophilie A en même temps l'hémophilie B, ça n'existe pas. Soit elle est en déficit en facteur 8 ou elle est en déficit en facteur 9, mais elle ne peut jamais être à la fois déficit en facteur 8 et déficit en facteur 9. Elle sera hémophile A, hémophile B. Non. Soit elle serait en déficit d'un seul facteur. D'accord, docteur. Nous savons que l'hémophilie est une maladie qui est très rare, mais vous allez quand même nous parler de son épidémiologie mondiale et aussi sur le cas précis de la Guinée. Bon, parlant de l'épidémiologie mondiale, la Fédération mondiale de l'hémophilie en 2015 a fait une étude dans 111 pays. Environ 187 183 personnes étaient atteintes de l'hémophilie et 151 150 étaient hémophiles A et 30 310 hémophiles B. Ça, c'est dans 111 pays en 2015. Cette même fédération a fait une étude en 2016 en Côte d'Ivoire où ils ont trouvé 81 cas d'hémophilie. Donc, 7 hémophiles B. Pour dire combien de fois l'hémophile B est rare par rapport à l'hémophilie A. Donc, le cas de la Guinée, d'ailleurs, c'est une opportunité pour moi de remercier le chef de service, Dr Mamadi Yakité, en hématologie Ignace Ding, qui, dès son retour au pays, il a fait une initiative pour mettre en place depuis 2017 une organisation, une ONG qu'on appelle de nos jours Akilam, c'est-à-dire Association de lutte contre l'hémophilie et autres maladies hémorragiques. Donc, on a mené des études en 2021 dans les services de pédiatrie de Donka, service de pédiatrie d'Ignace Ding, service d'hématologie Ignace Ding, d'hématologie de Donka et dans les différents CMC de Conakry. L'étude portait sur la prévalence de l'hémophilie à Conakry. Donc, sur cette prévalence, on a trouvé 10 682 malades hospitalisés. Donc, parmi ces 10 682 malades hospitalisés, nous avons trouvé 31 cas d'hémophilie. Pour vous dire combien de fois aussi l'hémophilie existe ici dans notre pays. Donc parmi ceux-là, nous avons fait une étude en 2021, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, et l'étude a montré qu'il y a 0,3% de l'hémophilie à Conakry. Ça, l'étude a été menée à Conakry, pas dans les autres régions administratives, c'est seulement à Conakry. Donc voici en quelque sorte la prévalence pour le moment de l'hémophilie. Donc il est à noter que à cette époque, de 2021 jusqu'à de nos jours aujourd'hui, on avait 31 malades. Donc en 2017 d'abord, on avait plus de 4 à 7 malades. De 7 malades, on est venu à 31 malades. Mais de nos jours, on a près de 60 malades hémophilie.
en hématologie et qui sont enregistrés dans notre registre. Donc c'est pour vous dire combien de fois l'hémophilie existe en Guinée et il faut vraiment qu'on en parle. En cas d'hémophilie, quels sont les signes qui peuvent alerter? Devant quels signes on peut poser le diagnostic de l'hémophilie? L'hémophilie se manifeste par un syndrome hémorragique, c'est-à-dire les hémorragies extériorisées, c'est-à-dire le saignement extériorisé, le saignement qu'on voit peut-être à l'œil nu, disons comme ça, et il y a le saignement qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc le saignement qu'on ne voit pas à l'œil nu, ce sont des hématroses et des hématomes. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ces syndromes hémorragiques? Normalement, le syndrome hémorragique se voit lorsque l'enfant commence à apprendre à marcher, c'est-à-dire il fait les 4 pas. Et quand il fait les 4 pas, vous allez voir le gonflement des genoux, le gonflement des poignets, ainsi de suite. Mais en Afrique, c'est tout un autre problème. Parce que les premiers signes cliniques se voient dès le premier mois de la vie, c'est-à-dire lors de la circoncision. Il y a des malades hémophiles méconnus que les gens circoncisent dans les structures sanitaires. Les malades là se mettent à saigner pendant une semaine, voire même, ça peut aller jusqu'à un mois. Le malade saigne, voire même il nous trouve avec ces genres de malades en hématologie où on essaie de contacter même le médecin ou le personnel qui a fait la circoncision en vain. Parce qu'il a tellement peur, l'enfant se met à saigner. Donc, il y a ce qu'on appelle la manifestation clinique qui se voit dès le premier mois en Afrique par suite d'une circoncision. Les hématroses sont des gonflements qui se trouvent au niveau des genoux. Dit à quoi? Dit à un épanchement des hémorragies au niveau de l'articulation. Retenez que ces hématroses-là sont plus fréquentes, mais sont des signes pathognomoniques de l'hémophilie. De l'hémophilie qu'on peut voir chez les personnes. Quelles sont les articulations atteintes? Les articulations atteintes sont les articulations les plus protégées par les masses musculaires, c'est-à-dire les genoux, les chevilles et les coudes. Mais il y a aussi d'autres articulations qu'on peut voir, c'est-à-dire les chevilles, les épaules et les hanches. Parlant maintenant de l'hématome. L'hématome sont des blés qui sortent au niveau du corps de l'enfant, soit au niveau du front, soit au niveau de la cuisse, soit au niveau des muscles, ainsi de suite. Ces hématomes sont dus à quoi? Sont dus à un épanchement au niveau des muscles ou bien dans l'espace cellulaire sous-cutané. Mais ce sont les hématomes qui forment les ecchymoses et qui se réabsorbent plus ou moins rapide. Au bout de 2 ou 3 jours, les hématomes là disparaissent. Il y a les hémorragies extériorisées également, docteur, qu'on appelle l'hématurie. L'hématurie, là, vous allez voir le sang dans les urines qui peut être même macroscopique. Macroscopique, on le voit à l'œil nu. Il y a aussi des épitaxis, c'est-à-dire l'enfant vient avec un saignement au niveau du nez, ou bien des gingivorragies, l'enfant vient avec des saignements au niveau au niveau des alvéoles, quand il y a une alvéole dentaire au niveau des gengives. L'enfant vient avec un saignement. Il y a des ménorrhagies, surtout chez les femmes à l'âge de procréation. Il y a des ménorrhagies chez ces genres de femmes. Mais il y a aussi des saignements péropératoires. D'ailleurs, ces saignements-là sont dramatiques chez les hémophiles méconnus. Parce que les hémophiles sont là, on le prend au bloc opératoire pour une appendicectomie, on met le bistouri, il se met à saigner. Vous ne savez pas que c'est un hémophile. Il se met à saigner et ça peut conduire au pronostic vital du malade. Il peut se vider de son sang. Vous ne savez pas si c'est un hémophile. Bien avant que vous veniez pour faire les examens, ça trouve déjà que c'est trop tard. C'est trop tard. Donc il y a aussi des saignements cérébraux, il y a des hémorragies méningées et cérébrales, j'allais dire. Tous ces signes qui doivent alerter, on peut comprendre la gravité dans ce que vous venez de dire. Cela m'amène à vous poser la question parce que vous avez parlé du bilan préliminaire lorsqu'on doit faire une intervention chirurgicale sur n'importe quelle personne, parce qu'on peut être hémophile et ne pas signaler ça à l'hôpital parce que tout simplement les signes ne sont pas manifestés à cette époque-là. Et lorsqu'on est en face d'une personne venue pour de tels signes ou fortuitement, quel est le bilan qu'il faut établir pour poser le diagnostic de l'hémophilie? Merci docteur pour la parole. Par rapport au bilan établi pour faire diagnostiquer l'hémophilie, retenez d'abord que avant tout acte invasif que tu dois faire sur un malade, il faut savoir vraiment les tests de l'hémostase. C'est-à-dire il y a des bilans d'orientation
et il y a des bilans de confirmation. Les bilans d'orientation, c'est quoi? Il faut faire le TP, c'est-à-dire le taux de prothrombine. Il faut faire le temps de culte. Il faut faire le TCA, c'est-à-dire le temps de coagulation plus activateur. Il faut faire le dosage des fibrinogènes, ainsi de suite. Mais la particularité de l'hémophilie, c'est quoi? Tous ces bilans d'orientation-là peuvent être normaux. Seulement si le TCA, c'est-à-dire le temps de coagulation plus activateur, est allongé, supérieur à 34 secondes, associé à des manifestations cliniques dont je viens de citer, jusqu'à preuve du contraire, docteur, prenez cet enfant, ce malade, comme un hémophile. Ça, c'est les bilans d'orientation. Maintenant, il y a des bilans de confirmation à plusieurs ordres. Normalement, les bilans de confirmation, il faut faire le dosage des facteurs, c'est-à-dire le facteur 8, le facteur 9 et ainsi de suite. Maintenant, si c'est le facteur 8 qui est en déficit, vous allez voir le pourcentage. Si c'est le facteur 9 qui est en déficit, vous allez voir le pourcentage. Mais il ne peut pas avoir la baisse de ces deux facteurs-là, ou d'autres facteurs-là, si c'est le facteur 8 vraiment qui est en déficit. Donc, voici les bilans de confirmation qu'on doit faire devant une hémophilie et les bilans d'orientation qu'on doit faire devant une hémophilie. Je pense que les bilans d'orientation, là, c'est à la portée de tout un médecin, que ce soit spécial ou généraliste, ça est à la portée de tout le monde. Le bilan de l'hémostase, on peut le demander. Y a-t-il des diagnostics différentiels, les maladies auxquelles on peut confondre l'hémophilie? Bien sûr, il y a des maladies qu'on peut confondre l'hémophilie. Par exemple, le déficit en facteur de von Willebrand, par exemple. La maladie de von Willebrand, lui aussi, il se manifeste par ces genres de signes. Donc, il faut doser le facteur de von Willebrand, il faut doser le facteur 8, il faut doser le facteur 9. Il peut y avoir aussi des pathologies du foie, les cirrhoses, en cas de cirrhose aussi, il peut y avoir la perturbation du bilan de l'hémostase, où tu peux acquérir l'hémophilie. Donc, il y a certains diagnostics différentiels qui peuvent porter en confusion avec l'hémophilie. Donc, il faut doser ces facteurs-là pour savoir quel facteur qui est en déficit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Santé TV, vous êtes dans Bonsoir Docteur. Nous avons aujourd'hui Dr Farah Alpha Milimono. Il est interne bénévole au service de d'hématologie de l'hôpital national Ignaz-Dine. Nous lui posons toutes nos questions en ce qui concerne l'hémophilie. Docteur, nous avons forcément des personnes hémophiles qui vont regarder cette vidéo. Nous n'avons pas envie de leur faire peur. Est-ce qu'il y a vraiment un espoir, un traitement pour l'hémophilie? Oui. Une fois de plus, je tiens à remercier vraiment l'équipe coordonnée par Dr Mamadi Yakité en hématologie Ignaz-Dine, une fois de plus. Parce que presque 2021-2022, on a eu des moyens diagnostiques de l'hémophilie ici en Guinée. C'est quelque chose qui est à saluer. Sinon, avant, on ne pouvait pas diagnostiquer l'hémophilie en Guinée. C'est de prendre le sang des malades, les expédier ailleurs, soit en France, pour diagnostiquer l'hémophilie. Mais de nos jours, on peut diagnostiquer l'hémophilie en Guinée. Ça, c'est une fierté. Par rapport au traitement, docteur, actuellement, grâce à la coopération avec l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, basée en France, vraiment, cette coopération nous a aidés à plaider au niveau de la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous octroie actuellement les facteurs de l'hémophilie. Oh docteur, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. De nos jours, on a des malades qu'on a mis sous le traitement prophylactique. Parce que le traitement de l'hémophilie, il y a un traitement à la demande et il y a un traitement prophylactique. On ne peut pas rentrer dans les détails là. Donc, de nos jours, on a les hémophiles sévères, on a diagnostiqué et on les a mis sous traitement prophylactique. Donc, tous les mardis à Ignaz-Dine, à partir de 8 heures, nos malades qu'on a diagnostiqués avec l'hémophilie sévère viennent pour en bénéficier ces traitements. Une dose pour le moment par semaine. Donc, pour le moment, nous obtenons les facteurs venant de la Fédération mondiale de l'hémophilie, d'ailleurs qui est la seule fédération qui octroie les facteurs de l'hémophilie, que ce soit A ou B, et ainsi de suite, des troubles de coagulation, qui est habilité à donner ces genres de médicaments. Donc c'est une fierté pour nous, franchement. Merci, docteur Milimono, d'être passé sur Santé TV. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez écouté, docteur Farah Alpha Milimono. Il nous a parlé de l'hémophilie aujourd'hui, de ses modes de transmission, de ses signes cliniques. Vous l'avez vu, surtout les signes cliniques, les signes qui alertent les hémorragies tels que les saignements au niveau des nez, les saignements au niveau
des articulations à l'interne, les saignements sous-musculaires, intramusculaires qu'on appelle les hématomes, les règles abondantes. Lorsque vous constatez ces signes sur vous, que vous êtes témoin qu'une personne de votre entourage présente ces signes, il est important de consulter un médecin, soit un médecin généraliste qui pourra vous recommander au service d'hématologie de l'hôpital national Ignace Dine, où on pourra vous diagnostiquer et vous prendre en charge. L'hémophilie, ça se traite, même si c'est une maladie rare et grave. Aujourd'hui, Dr Farah Alpha Milimono nous en a parlé. Merci d'avoir suivi Santé TV. Cette émission a été réalisée par notre confrère Moussa Keita. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour le prochain.